Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Le boudoir aux pocettes. Ils n'ont pas trop envie de discuter. Le mois de janvier a ce pouvoir de me rendre silencieux et dire qu'il va falloir attendre 346 jours avant de pouvoir de nouveau réveillonner. Dur, hein? Aïe, courage. Bref, le temps d'imaginer un décor approprié pour ce qui va suivre, permettez-moi de vous souhaiter une très belle année 2025. Que celle-ci soit la consécration de vos rêves. Un rêve un peu comme ce que s'apprête à vivre Lunaya et Ezelion. Oups, j'en ai peut-être trop dit, ou pas assez. Allez, ambiance, implantation du décor. Nous voici au cœur de la forêt d'Antasia. Un silence feutré accompagne la danse légère des flocons. Tout est blanc, immaculé, presque irréel. Les grands érables avec leurs branches alourdies par la neige forment une cathédrale naturelle où le temps semble figé. C'est dans ce décor hivernal que nous apercevons Ezelion, en chemise de bûcheron avec son éternelle besace de cuir à la hanche. Il se tient près d'un érable majestueux, une main posée sur son tronc, comme pour en capter l'énergie. Mais non, ça va pas, Ezelion, de siphonner l'arbre? Ah! Il récolte avec soin la précieuse sève, goutte par goutte, pour préparer son fameux pain à l'érable, ou plutôt son érabletine, comme il insiste à le rappeler. Sacré Antasien du Sud que voilà. Bref, un peu plus loin, Lunaya s'affaire, drapée dans un manteau de laine gris-perle. Elle ramasse des branches tombées, ses gestes précis et délicats. Chaque brindille semble porter en elle un fragment d'histoire. Elle sélectionne avec soin, les triant dans son panier d'osier tressé, l'esprit concentré comme guidé par une intuition ancestrale. Elle est longue cette plantation, hein? Bref, donc pif, paf, pouf, les voici nez à nez. Tiens, coucou Ezelion, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vois bien ce que je fais. Je récolte l'érabletine. Ce qui te semble logique ne l'est pas forcément pour les autres, hein? Ouais, c'est pas faux. Mais en fait, là, tu vois, je fais une petite incision dans l'écorce de l'érable. Sa sève coule. Et du coup, ça, c'est l'érabletine. Spoiler alerte, Vera en est dingue. On n'a plus qu'à se faire un petit déj commun, tu vois, avec genre pancake ou crêpes. Et avec un peu d'érabletine dessus. Il faut que je fasse bouillir la sève pour bien la rendre comme un sirop, mais il n'y a pas de problème. On fait ça dès que c'est prêt. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Là, j'étais juste en petite balade pour me ressourcer dans la forêt. Mais c'est pas plus mal que je tombe sur toi, parce que j'ai une question à te poser. Ah, je t'écoute. Tu sais, quand mes compagnons disciples antasiens et moi, nous sommes partis en expédition de Yule et que nous avons rencontré l'esprit de l'hiver. Tu nous as donné un onguent qui nous a permis de nous protéger du froid. Et tu m'as dit quelque chose qui m'a un petit peu interpellée sur le coup. Pourquoi tu m'as appelée ma sœur? Ma sœur, c'est frappé à quoi du bon sens, non? On est les deux seuls demi-elfes d'Antasia. Ouais, mais bon. Le truc, si tu veux, c'est que quand tu m'as dit ça m'a fait ressentir quelque chose d'un peu étrange. J'ai pas trop compris, tu vois, comme une sorte de révélation, je sais pas, une porte qui s'ouvrait sur quelque chose. Enfin, c'était bizarre parce que moi, si tu veux, j'ai pas vraiment connu mes parents, donc je sais pas d'où je viens. Ce mot a résonné et je me demande pourquoi. C'est bizarre. Moi, j'ai bien connu ma maman. Je crois pas qu'elle ait eu d'autres enfants que moi. Enfin, c'est à part mon petit frère, mais mon papa, je sais pas. Mais c'est bizarre que ça résonne comme ça en toi. Ouais, écoute, je sais pas trop pourquoi ça résonnait en moi, mais
Je sais pas, ça me donne la sensation qu'il y a quelque chose à creuser. Tu comprends ce que je veux dire? Tu crois qu'il y aurait moyen d'en apprendre un peu plus sur ton père, peut-être, sur mes parents? Je sais pas comment on peut faire. Faudrait peut-être fouiner à la bibliothèque. Je crois qu'on a une section état civil. Donc peut-être qu'on peut retrouver quelque part une trace de tes parents. Mais pour ça, je crois qu'il faut demander à Mimi. Hé, mais c'est qui la gentille louve à son papa qui se roule dans la neige? Ah, c'est qui? C'est notre Flash. Devons-nous encore présenter ce noble animal, gardien des portes de l'entre-deux-mondes? Question inutile, la réponse étant dans la question. Ah bah tiens, regarde, il y a Flash qui passe. Elle peut peut-être aller chercher le corbeau de Mimi. Essaye de l'appeler. Coucou Flash, dis, tu peux nous rendre un petit service? Est-ce que tu peux aller chercher le corbeau de Mimi, s'il te plaît? On a besoin de lui. Merci. Tiens, regarde, je le vois qui arrive là, au loin. Oui, la bibliothèque est pas si loin. Pour lui, c'est l'affaire de quelques minutes. Salut le corbeau. Dis, tu peux envoyer un message à Mimi, s'il te plaît? J'aurais besoin qu'elle fasse des recherches sur la généalogie des représentants d'Antasia de la génération d'au-dessus. On est à la recherche des parents de Lunaya. Mimi va trouver, t'inquiète, elle va comprendre. Dis-lui ça. Tiens, regarde, il a fait tomber une plume. Oh, j'aime pas ça. Ça sent le mauvais présage, ça. Mais non, la plume de corbeau, c'est pas un signe de mauvais présage. C'est un signe de présage tout court. Tu sais, il n'y a pas de bon ou de mauvais, hein, ça dépend comment tu accueilles les choses. Mais par contre, vu la conversation qu'on vient d'avoir, pour moi, ça signifie qu'on a quand même quelque chose à creuser. Hein. T'en penses quoi? Ouais, c'est pas faux, ça. Mais moi, j'ai toujours entendu dire qu'une plume de corbeau, c'était pas très bon signe. Tu peux m'en dire plus sur les plumes? Avec grand plaisir. Mais alors, je te préviens, des plumes, il y en a plein, des oiseaux, il y en a énormément. Je pourrais pas t'apprendre tout sur toutes les plumes. Mais j'ai quelques petites choses à t'apprendre quand même. Chouette, je t'écoute, vas-y. Et tu vas parler de Sowin? T'es omnubilé par Sowin, toi. Fais-toi soigner, mince alors. Ah là là. Bon, allez. Le boudoir aux poussettes. Et oui, le boudoir, mais je vais y arriver, le boudoir aux poussettes. Non, c'est moi qui bug. C'est une super introduction, franchement, chapeau Zillion et toi, Lunaya, pour cette jolie introduction. Alors, tu recherches tes parents dans le royaume d'Antasia? Et ouais, écoute, je les ai jamais connus. Moi, on m'a abandonnée. Et Oui. voilà. J'ai grandi dans différentes familles qui ont bien voulu me recueillir de temps en temps, mais je ne sais absolument pas d'où je viens. Alors, tu es une mi-elfe, hein, rappelons-le. Ouais, voilà. Donc, tu Voilà. as des consonances elfes en toi. Donc, si on a des elfes, hein, une famille d'elfes sur le royaume d'Antasia, peut-être qu'il y a des corrélations à avoir, hein, qui sait. Voilà. Je sais juste que mon père était un homme et c'est tout. Donc, ce serait la maman qui serait elfe alors. Voilà. Wow. Donc, comme Zillion. Comme Zillion. Et oui, peut-être que vous êtes de la même famille, qui sait. Eh. Ou en tout cas de la même souche. Voilà. Alors, donc, ce matin, dans le boudoir aux poussettes, hein, donc cette première chronique de l'année 2025, tu vas nous parler de la magie des plumes. Oui. Et d'ailleurs, j'en profite, vu que c'est ma première chronique en direct, pour vous souhaiter à tous une très belle année. Et tous mes vœux pour cette superbe année qui s'annonce en neuf. Oui, en neuf, énorme. Voilà. En neuf. Ouais. Donc, voilà, qu'elle vous soit favorable. Donc, comme à l'accoutumée, Lunaya a créé également un magnifique PDF dans lequel on retranscrit ta chronique. Alors, il y a 10 pages. J'ai vu donc, ça. Voilà. Je pense alors il y a certaines plumes, comme pour à chaque fois, il y en a certaines où il y a plus de choses à dire que d'autres. Donc, je synthétiserai un petit peu. Si vous voulez tout, évidemment, il faudra me demander le PDF. Moi, je vous le fournis avec plaisir. Et on fait comment pour te demander le PDF? Il faut t'envoyer un petit mail.
Voilà, lunaya@radioantasia.fr. Yeah. Très simple. Ah oui, il n'y a pas Et de moi, plus je vous réponds. Dès que je reçois votre mail, je vous réponds. Alors, tu nous as mis dans ton plan, mais plein de plumes. Mais un truc de Ouais. fou. Hein. Alors que j'ai tenté d'illustrer aussi, c'est pas évident parce que entre les différents oiseaux, il y a certaines plumes des fois qui se ressemblent aussi. Enfin, voilà, j'ai fait de mon mieux pour tenter d'illustrer chaque plume, mais en dessin, quoi. C'est pas des photos. Et je vous ai fait aussi un petit topo sur la magie de la plume en général. Alors, il faut savoir que c'est beaucoup dans les traditions amérindiennes qu'on utilise les plumes. Donc, évidemment, je vais en parler pour chaque plume. Ok. Ok. Voilà. D'un point de vue général, bah, évidemment, la plume symbolise l'élément air. Hein. Ça, c'est pas un mystère, c'est logique. Ah bon? Voilà. C'est l'élément air? Non, sans déconner. Ouais. Mais après, si tu la brûles, ce sera l'élément feu. Mais enfin, tu n'auras plus de plume. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est vrai que la plume, d'un point de vue général, c'est un catalyseur, en fait, qui permet de se concentrer sur la pratique qu'on est en train de faire et qui nécessite une plume. Donc ça, c'est d'un point de vue général. Mais évidemment, en fonction de l'oiseau à qui il appartient, de sa couleur aussi, et du lieu où on l'a découverte, tout est symbole. Alors, concrètement, je peux pas vous parler de tout dans un seul PDF parce que sinon c'est un livre, d'accord. Donc là, je suis partie sur vous parler des plumes en fonction de l'oiseau dont elle vient. Après, vous pouvez vous intéresser aussi à la symbolique des couleurs. Et puis c'est vrai que ça dépend aussi du lieu où on la trouve, parce qu'évidemment, c'est mieux de trouver ses plumes. On va pas voler les plumes sur un oiseau. Hein. Ça peut paraître idiot de le dire, mais pas de maltraitance, n'est-ce pas? On est d'accord. Alors évidemment, il y a des plumes qu'on va trouver plus facilement que d'autres, hein, en fonction des endroits où on est aussi. Il y a des plumes d'oiseaux qu'on va avoir aux États-Unis et qu'on va pas avoir chez nous, et inversement. Donc moi, je vous ai fait un petit topo. Et j'ai essayé de rassembler le plus de plumes possible, en fait, dans toutes mes recherches et différentes choses que j'ai. Voilà. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Alors, je vais vous dire la liste, tiens, de tous les oiseaux que j'ai, enfin, les plumes d'oiseaux que j'ai mis dans le PDF avant de passer au détail. Donc, on a la plume d'aigle. Je les ai rangées par ordre alphabétique, hein, comme d'habitude. On a la plume de canard, la plume de cardinal rouge, la plume de cigogne, la plume de colibri, la plume de colombe, la plume de corbeau, la plume de corneille, la plume de cygne, le dindon, la plume de faucon, la plume de fauvette, la plume de flamant rose, la plume de jet bleu, la plume de goéland, la plume de héron, la plume de hibou ou de chouette, la plume de merle, du moineau, de la mouette, de l'oie sauvage, du paon, du perroquet, de la pie, du pivert, de la poule ou du coq, du rossignol, du rouge-gorge et du vautour. Waouh, ça en fait des plumes. Hein. Ouais. Alors, tes illustrations sont juste magnifiques. Et moi, j'ai eu un coup de cœur pour la plume du moineau. C'est marrant, tiens. Franchement, je pensais pas que la plume du moineau était comme ça. Et je la trouve trop belle. Le moineau, c'est un des oiseaux dont on a accès le plus facilement par chez nous. C'est des petites plumes marron qui... En fait, c'est vrai que quand on regarde un moineau, on se dit, c'est un oiseau qui est commun chez nous, on n'est pas en train de s'extasier devant, on va dire. Mais les plumes, quand on les regarde dans le détail, elles ont vachement plus de détails que ce qu'on peut croire en regardant juste l'oiseau de loin, quoi. C'est pour ça que j'ai été transcendée, parce que je me suis dit, waouh, mais je pensais pas que le moineau avait des plumes pareilles, en fait. Ouais. En plus, c'est vrai que comme les plumes, elles se chevauchent sur l'animal, on voit pas forcément tous les petits détails. Tout à fait. Et big up pour le corbeau, parce que je trouve que ta plume est superbe. Enfin, elles sont toutes belles, hein, les amis, hein, toutes belles. Hein. Oui, je m'amuse, voilà, comme d'habitude.
C'est vrai que c'est pas évident. Faire des plumes blanches, c'est pas évident aussi pour faire ressortir le blanc sur le blanc. Ah, c'est sûr. Et comme dit Abyss, on va avoir l'embarras du choix. Oui, oui. Enfin. Alors, commençons. Je vais commencer par dans l'ordre, hein, et puis si j'arrive pas à tout vous dire, vous me demanderez le PDF, et puis voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, on a la plume d'aigle. Bon, alors, l'aigle, évidemment, c'est un animal qui est gigantesque, hein. C'est pas une des plumes qu'on va trouver le plus facilement. Donc, c'est un oiseau qui incarne la force, le courage, la liberté, et puis aussi la paix et la spiritualité. Donc, en sorcellerie, à proprement parler, c'est un symbole puissant qui est utilisé dans les rituels pour favoriser l'équilibre, la clarté mentale et pour se connecter aux esprits, à l'esprit et à l'univers. Donc, l'esprit dans un sens large, hein, je ne parle pas des esprits, dans le but de supprimer les énergies néfastes. Donc, elle est utilisée pour la paix et l'harmonie dans un lieu ou dans un groupe, et elle est souvent placée sur les autels pour attirer de l'énergie positive et favoriser l'élévation spirituelle. Dans les pratiques chamaniques amérindiennes, elle a un statut très particulier parce que elle représente l'essence sacrée des oiseaux, en fait. Parce que c'est vrai que aux États, dans le continent, sur le continent américain, amérindien, en globalité, hein, pas que les États-Unis. C'est vrai qu'ils en ont pas mal des aigles par chez eux. Et c'est donc un symbole de paix qui est utilisé lors des rituels de guérison pour disperser les énergies néfastes et attirer les énergies positives dans le corps de la personne qui est malade. Parce que c'est vrai que les Amérindiens en fait se servent énormément de l'énergie des plumes dans leurs soins chamaniques, dans leurs soins physiques auprès des malades. Et c'est une plume qui mène les pensées et les prières vers ce qu'ils appellent le grand esprit. Ça, c'est la tradition purement amérindienne pour la plume d'aigle. D'accord. Alors, quand tu as dit le grand esprit, j'ai tout de suite pensé au grand pot-au-feu, hein, bien sûr. Chez nous. C'est pas le même genre. Non, du tout. Voilà. Tu vois, chez nous, là, c'est ça, hein, rock'n'roll. Ensuite, on a la plume de canard. Alors, le canard, par chez nous, on en a beaucoup. L'illustration que je vous ai mis, parce que des types de canards, il y en a beaucoup, mais je vous ai mis une plume de colvert qui est la plus classique. Donc, la plume de canard, c'est un symbole de passage à l'âge adulte. C'est-à-dire lorsqu'on devient sa propre personne c'est une drôle de phrase, mais capable de trouver sa voie, en fait. C'est-à-dire lorsque on prend son envol, tout simplement. Elle représente aussi la fidélité. C'est un symbole de stabilité émotive et d'équilibre. Elle représente aussi l'esprit de partage, le travail d'équipe et le partage des tâches, parce que ce soit sur le plan émotionnel comme physique. Parce que les canards, en fait, sont souvent confrontés à un mode de vie un peu difficile. Et du coup, ils vivent en groupe, quoi, tout simplement. Donc, ils ont besoin d'être les uns avec les autres, et on peut penser que le canard peut avoir une attitude un petit peu rustique, tu vois, un peu brute de décoffrage, mais sauf qu'il cache un petit cœur tendre en dessous. Et donc, on l'utilise pour pouvoir voir clairement ses propres sentiments et afin de pouvoir les libérer. Donc, tout ça, c'est la symbolique de trouver sa propre voie, en fait. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai que vous pouvez utiliser des plumes de canard quand vous faites des rituels qui sont liés à ça, une sorte de stabilité émotionnelle et de trouver sa propre vérité, son propre chemin, quoi. Voilà pour la plume de canard. Ça va, c'est compréhensible ce que je dis? Ah, totalement. Après, moi, j'ai le plan aussi, hein, donc ça fait un beau complément. Je t'écoute et je te lis en même temps. D'accord. Moi, je synthétise un peu ce que j'ai écrit parce que sinon, ça va être trop long. Alors, maintenant, on a la plume de cardinal rouge.
Alors, ça symbolise la vitalité et la beauté et apporte le bonheur dans notre vie. Elle nous rappelle que ce qu'on fait, c'est important et qu'on illumine toujours la vie de quelqu'un d'autre. Ça, j'aime beaucoup cette symbolique, ça. Donc, le cardinal, l'oiseau en lui-même, il symbolise il signifie qu'une fois que le chemin spirituel est entamé, en fait, il n'y a pas de retour en arrière. L'équilibre entre les idéaux et les désirs physiques est nécessaire pour atteindre cette harmonie dans la vie et que vous puissiez trouver votre... là aussi, ça revient un peu à la plume de canard, mais d'une autre façon. Trouver sa voie, mais là, c'est plus d'un point de vue spirituel, plus qu'émotionnel. Et je vais vous lire la dernière phrase que j'ai écrite parce que je l'aime beaucoup. Donnez de la couleur à la vie et n'oubliez pas que chaque chanson que vous chantez est importante. Voilà pour le cardinal rouge. C'est une plume, un animal, une plume qui permet de se rendre compte de la propre lumière qu'on porte en soi. C'est magnifique. Allez, je kiffe. Hein. Ah ouais, tu me parles de chansons, je kiffe. Hein, donc, Ah bah oui, tu sais, moi la musique aussi, c'est toute une histoire. Mais c'est pas Rémi, on fait plein de bisous à Rémi au passage, qui est avec nous. Alors, prince, la plume de cigogne. Bon alors évidemment, la symbolique de la cigogne, c'est facile, fertilité, parce que c'est la cigogne qui dans les contes qui emmène les enfants, on est d'accord? Mais elle symbolise aussi le dévouement. Donc, elle a des plumes blanches et noires. Et donc, c'est le symbole de fertilité, de parentalité, mais parentalité attentionnée. C'est-à-dire, c'est pas juste être parent, c'est un parent attentionné. Et puis, évidemment, elle est, comme je vous l'ai dit, associée au nouveau-né et à la famille. Et donc, elle représente la loyauté et le fait de savoir prendre soin de sa progéniture, de sa famille. Voilà pour la cigogne. Et ensuite, nous avons la plume de colibri. Alors, la plume de colibri, c'est pas la plus facile à dessiner. En fait, le colibri est plein de couleurs. Donc, en fonction de où on regarde sur l'oiseau, ça va pas être la même couleur. Donc là, j'ai fait une plume rouge et jaune orangé. Couleur du feu. Voilà. Mais d'ailleurs, je vais vous lire la symbolique. Je ne sais pas si vous connaissez je crois que j'ai dû déjà en parler sur la radio de la fable du colibri. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je vous la dirai après parce que je trouve qu'elle est chouette, c'est pas très long. Donc, la plume de colibri, elle symbolise la joie de vivre, l'énergie et la capacité à s'adapter rapidement. Elle est souvent vue comme un porteur de bonnes nouvelles et elle représente la persévérance et la hardiesse malgré sa petite taille. Et dans la tradition amérindienne, elle est utilisée pour apporter la beauté et la joie. Elle symbolise la rapidité d'action et la grâce des mouvements. Et justement, le conte du colibri va vraiment dans ce sens-là. Donc, je vais vous le conter. C'est pas très, très long. Nous sommes dans une forêt, il y a un feu de forêt. Donc, tous les animaux sont paniqués et ils courent pour échapper au feu qui est en train de ravager tous les arbres et toute la végétation. Et là, on voit le petit colibri. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais le colibri, c'est un des oiseaux les plus petits. On l'appelle l'oiseau mouche aussi, il est minuscule. Il est trop mignon. C'est un des rares oiseaux d'ailleurs qui arrive à faire du surplace en volant. Oui, c'est comme ça. Il butine le colibri quand il butine les fleurs. Il ne s'arrête pas sur la fleur pour butiner. Il volette devant à une vitesse incroyable avec ses ailes. Il fait du surplace pour butiner. Waouh, mais c'est magique. Vous savez, voir, c'est sublime en plus. Je parle souvent des petits oiseaux. J'ai l'air d'être habitée par les petits oiseaux constamment, mais je vous jure que c'est vrai. Les oiseaux, quand ils chantent, ils nous mettent du bonheur dans le cœur. Ils régénèrent la nature. C'est un truc de fou, hein, les petits oiseaux. Hein. Vraiment. Ouais. Et donc, on a ce feu qui est en train de ravager la forêt. Et là, on voit le petit colibri qui est minuscule, qui va à la rivière, qui met de l'eau dans son bec, qui revient au-dessus du feu, qui lâche l'eau. Et puis, il fait plusieurs allers-retours comme ça. Puis, tu as le lion qui le regarde faire complètement incrédule, puis qui finit par lui dire « Mais colibri, qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Je mets de l'eau sur le feu pour l'éteindre. » « Mais t'as vu ta taille, colibri, tu n'y arriveras jamais. » Et le colibri lui répond « Oui, peut-être, mais je fais ma part. » Voilà. Je trouve que ça veut tout dire. Ah ouais, carrément. Peu importe la taille que tu as, tu fais ta part, quoi.
Et peu importe le geste que tu fais, tant que et c'est l'idée de faire sa part, c'est aussi dans l'idée derrière, bah allez-y, faites votre part, vous, et on arrivera à quelque chose ensemble. Oui, ça amène à une cohésion en fait. Mais c'est très beau, Lunaya. Écoute, mais d'ailleurs, il y a une association qui s'appelle l'Association Colibri. Ils ont pris ce nom-là grâce à cette fable. Et quand on connaît l'association, on sait que ça prend tout son sens. Je ne vais pas vous en parler parce que ça n'a rien à voir, mais voilà. Ensuite, on a la plume de colombe. Alors c'est pareil, la colombe, évidemment, la paix et l'amour sont associés, ça c'est classique. Mais il y a aussi la grâce, la promesse, la dévotion, le sacré, la maternité, l'ascension et la purification. Et en gros, c'est la messagère de l'espoir. Alors, il y a une petite anecdote avec la plume de colombe, avec la déesse Aphrodite, qui est la déesse de l'amour. Et en fait, elle est souvent représentée avec une colombe, parce que ça lui confère la signification d'amour suprême. Et comme l'amour étant l'élément central de nos vies. Et en tant que symbole qui représente l'amour, donc, du coup, la colombe est associée à l'ascension et à l'amour inconditionnel. Donc, vous pouvez utiliser l'énergie de la plume de colombe pour tout ce qui est lié à l'amour d'un point de vue général. Hein, je rappelle, on n'oblige pas quelqu'un à vous aimer. Mais c'est quelque chose que je dis souvent, mais c'est pas évident de parler de l'amour. Dans la magie, mais voilà, l'amour universel et l'amour de soi-même aussi, tout simplement. Voilà pour la petite colombe. Alors, c'est pareil, c'est une petite plume blanche, mais j'ai fait du bleuté, tu vois, pour ressortir les plumes, parce que sinon c'est un peu compliqué le blanc. Elle est magnifique aussi. Hein. De toute façon, elles sont toutes magnifiques, les plumes. Ouais, comme je dis, je m'amuse. Et donc, on a la plume de corbeau. Dont Titiliane nous a parlé tout à l'heure en disant n'importe quoi. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi la plume de corbeau est vraiment associée. Enfin, si, je sais pourquoi. Parce que traditionnellement, le corbeau est associé à la sorcière. La sorcière, elle est mauvaise, etc. Enfin, on revient à tout ce qu'on nous a rabâché depuis le Moyen-Âge sur les praticiennes de la magie en grand. Donc tout ce qui est associé à la sorcière, forcément, c'est mauvais, comme les chats noirs aussi, évidemment, portent malheur. On sait bien que c'est faux. Mais non, voilà. Faut arrêter de croire, hein. Faut arrêter de croire, les amis, parce que vous allez croiser un chat noir, ça va vous porter malheur. Voilà. J'ai toujours eu des chats noirs et je peux vous dire quel bonheur ils peuvent m'apporter dans la vie. Et ben voilà. Alors, la plume de corbeau, du coup, elle est utilisée pour effectuer un deuil et elle permet de se débarrasser des sentiments ou des situations indésirables. Donc, on est quand même plus dans le positif que dans le négatif. Elles sont souvent liées au mystère, à la magie et à la prophétie. Donc, la prophétie, en règle générale, et non pas mauvais présage, comme avait dit Zillion, on est d'accord. Donc, c'est aussi un symbole de transformation et de changement, et elle agit comme un guide entre les mondes dans de nombreux mythes et légendes. Et c'est vrai que le corbeau est associé au fait d'être un messager entre les mondes. Elle représente la transformation, le mystère, la magie et la protection. Donc, comme je l'ai dit, il est associé aux sorcières, hein, et la plume est considérée comme un puissant talisman de protection contre les énergies négatives et les mauvais esprits. Donc tu vois, Isilien, on a reçu une plume du corbeau de Mimi, c'est trop bien. Et donc la plume du corbeau, elle est utilisée dans de nombreux rituels donc pour se protéger, mais aussi pour renforcer la concentration et la clairvoyance et pour communiquer avec l'au-delà. Elle est également souvent placée sur les autels pour attirer l'énergie positive et éloigner les énergies néfastes. Voilà pour la plume de corbeau. J'ai une question à te poser parce que tout à l'heure, tu nous as dit quand on trouve une plume, ça peut être associé à ceci ou cela, mais quand on nous offre une plume, parce que moi, il y a quelques années en arrière, j'ai une merveilleuse praticienne en fait qui m'a envoyé plein de plumes, mais je ne sais pas du tout de quel oiseau c'est. Ah oui, alors ça, différencier les plumes, c'est un peu compliqué. Mais il existe des applications pour ça, d'ailleurs. Ah, bah tiens, tu m'apprends.
Ouais. Maintenant, que ce soit pour les pierres, les chants d'oiseaux aussi, j'ai une application si tu entends un chant d'oiseau, tu l'enregistres et hop, ça te dit de quel oiseau c'est. Et je crois bien, faut chercher, mais je crois bien qu'il y a une application aussi qui aide tu prends une photo de la plume et puis alors ça te donne des pistes parce que il y a des plumes, tu vois, comme là on a fait la plume de corbeau, après la plume de corneille, ce sont deux plumes noires, donc c'est compliqué, Oui. c'est comme les pierres entre une obsidienne et j'ai un trou de mémoire, mais des pierres noires l'une à côté de l'autre, c'est compliqué de les différencier, surtout si elles sont polies, mais en tout cas ça donne des pistes. Alors, il y a Rémi qui demande si collectionner des canards, ça a une signification. Des canards vivants. Je sais pas. On a Clan du Lacra qui collectionne en fait les canards. C'est mignon. Eh ben, il faut que tu te rapproches de la symbolique du canard en lui-même, Oui. parce qu'on est sur attendez, je remonte sur la symbolique du canard. J'ai mon PDF qui bug, ça y est. Enfin, c'est le lecteur, pas le PDF. Comment la symbolique, parce que là, je parle des plumes, donc je suppose que tu parles de petits objets. Je suppose que tu n'as pas une collection de canards vivants chez toi. Ah, mais après, qui le sait, hein, elle a peut-être un petit lac à la maison. Oui, c'est ça. Dans ce cas-là, tu as des plumes, c'est bien. Oui. Mais c'est ce que le canard, il représente la stabilité émotive et l'équilibre. Donc, as-tu besoin de stabilité émotive et d'équilibre? Voilà. Peut-être pose-toi cette question. Et il n'y a que toi qui as la réponse. C'est surtout Rémi en fait qui posait la question. C'est même pas Clan du Lacra. Donc, Rémi découvre. Je te laisse continuer, Fernand. Ouais, bah, du coup, c'est vrai que je peux pas lire le PDF et le chat en même temps. C'est compliqué. Pour ça, je me permets d'interagir à ce niveau-là. Alors, d'après, on a la plume de corneille. Alors, la corneille et le corbeau sont souvent confondus. Le corbeau est plus rare que la corneille. Leur bec est différent, leur cri est différent. Le corbeau est plus gros que la corneille aussi. Donc, faut les voir l'un à côté de l'autre pour savoir faire vraiment la différence. Mais elles ont quand même des symboliques similaires, puisque la corneille est aussi un symbole qui est utilisé dans le deuil et on l'utilise dans les cérémonies funéraires. Alors là, je parle d'un peuple amérindien qui s'appelle les Lokata Sioux. Eux, ils prient avec les plumes de corneille pendant 4 jours qui suivent le décès d'une personne. Donc là, la corneille, plus que le corbeau, est vraiment associée au deuil. Et à la faculté du coup d'entamer le processus de deuil, parce que ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour les vivants qui restent, hein, c'est ce que je veux dire. Et alors si vous regardez au plus profond de l'œil de la corneille, vous découvrirez l'entrée vers le surnaturel. Donc la corneille, elle connaît les mystères insondables de la création et c'est la gardienne de toutes les lois sacrées de l'univers. Et de ce fait, elle peut se permettre de bousculer les lois physiques en se métamorphosant. Et elle peut devenir ce qu'elle veut à volonté. Et tous les textes sacrés sont sous la protection de la corneille. Et elle est aussi la protectrice de l'Ogala, ce sont les annales anciennes. Alors, ce n'est pas les annales akashiques, hein, c'est encore différent. Et elle voit simultanément dans le passé, le présent et l'avenir. Et tout comme le corbeau, elle habite le centre, c'est-à-dire le grand vide, l'élément éther, et elle n'a donc pas le sens du temps qui s'écoule. Et je ne sais pas si toi et les auditeurs avaient regardé la série Game of Thrones. Yeah, rock'n'roll, j'adore. Ça te dit quelque chose du coup pour la corneille? Voilà, mais il y a, alors j'ai pas tout le nom des personnages en tête, mais il y en a un qui est guidé, le gamin qui est handicapé. C'est Bran. Hein. Bran. Voilà, qui voit à travers la corneille. Mm. Et ensuite, nous avons la plume d'oie sauvage. Alors, l'oie sauvage, alors c'est aussi, j'aime bien aussi cette histoire avec l'oie sauvage. Elle symbolise le respect de l'autre, la communication, le dialogue, le dévouement, la fidélité, l'entraide et le partage. Alors,
Les oies sauvages, vous avez certainement déjà vu des vols d'oies sauvages en V dans le ciel. Oui. Et ben donc quand elles partent en migration, elles font un voyage gigantesque et il se passe plein de choses pendant ce voyage. Et alors déjà, il faut savoir que l'oie sauvage, elle vit en couple pour la vie. Il n'y a pas beaucoup d'animaux dans la nature. Dans les oiseaux, il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont fidèles comme ça. Donc c'est pour ça qu'elle représente la fidélité. Et donc lorsqu'elles font des grandes migrations, si jamais il y a un des deux conjoints qui est fatigué et qui a besoin de quitter la volée en fait pour pouvoir se poser au sol, et ben l'autre conjoint n'hésitera pas, il va quitter le groupe aussi pour se mettre avec elle. Il va suivre son conjoint très très fidèlement jusqu'à ce qu'il aille mieux pour retourner à la volée. Et donc elles sont un symbole de communication parce que lors des grandes migrations, elles discutent tout le temps entre elles en fait. Quand on entend un vol d'oies sauvages, c'est très brillant. Elles sont tout le temps en train de communiquer pour garder le contact, se donner des indications pour le vent, etc. C'est très, très complexe, ces voyages-là. Et donc, c'est parce qu'elles communiquent tout le temps qu'elles savent quand il y a un oiseau qui va commencer à être fatigué, et en particulier l'oiseau qui est en tête. Donc, l'oiseau qui est en tête de la volée, c'est lui qui guide. Et lorsqu'il commence à être fatigué, tous les autres le savent et eh bien, en fait, il va se mettre plus loin pour se reposer et quelqu'un d'autre va prendre sa place. Et je vais vous lire la dernière petite phrase que j'ai écrite, que j'aime bien aussi. Il n'est pas rare de voir une oie volant côte à côte avec une congénère en fin de file, et celle-ci vole hors de la file afin de venir en aide à sa congénère épuisée. Voilà, je trouve ça très très beau comme symbolique parce que ces oiseaux vivent vraiment en communauté, ils s'entraident, ils communiquent, ils sont tout le temps là les uns pour les autres, alors que ce soit avec son compagnon de vie ou avec les autres, et ce qui permet de faire un groupe homogène et qui arrive à destination tous ensemble. Voilà pour l'oie sauvage. Alors, Lunaya, vu qu'il est 12h05, ouais, on va s'arrêter. Tu peux encore en faire un si tu veux. Et on s'arrête après. Comme ça permettra aussi aux chanteurs d'avoir le plan et de se dire qu'il y a plein de plumes. Hein. Ouais, bah là, pour vous dire, je suis au milieu de la page 8 sur les 10 pages. Voilà. Donc, il reste encore 2 pages, les amis. Voilà. Et donc, la dernière que je vais faire, que tout le monde connaît, c'est la plume de Pan. La plume de Pan qui est magnifique, avec son œil là, elle symbolise la renaissance, l'ostentation et la vanité, mais aussi la vision omnisciente et la protection. Grâce à son motif en forme d'œil, ses yeux, en fait, c'est ce qu'on les appelle ses yeux, ils repoussent le mal et ils offrent une vigilance et une sécurité à celui qui la possède et encouragent à voir et à montrer la vérité autour de nous. Voilà pour la plume de Pan. Eh bien, c'était merveilleux. Et est-ce que tu sais pourquoi ça symbolise des yeux, on dirait des yeux, les plumes de Pan? Alors, je sais qu'il y a un énorme symbolisme de dingue autour du pan. Ça fait partie de mon animal dans mon thème astrologique. Donc, j'ai fait des recherches autour du pan. Mais là, de mémoire, il me semble qu'il y a un côté occulte autour de l'œil. C'est un œil qui voit tout, en fait. Oui, mais d'un point de vue purement pratique pour le pan. Alors là, vas-y. Eh bien, en fait, le pan, quand il fait la roue, oui. Et il bouge ses plumes. Ça fait une sorte de voltement avec du coup des yeux qui bougent dans tous les sens. Eh bien, c'est pour se protéger parce qu'en fait, lorsqu'il y a un prédateur qui arrive, le pan fait la roue. Le prédateur voit des milliers d'yeux et il a peur et il s'en va. Ah, c'est magnifique. Hein. D'accord, je ne savais pas. Voilà. Eh ouais. Ok, c'est superbe. Voilà, le boudoir aux poussettes, notre très chère amie Lunaya, aujourd'hui, c'était autour des plumes. Il n'y avait pas de poussettes aujourd'hui. Mais non, comme j'avais dit, de temps en temps, je vous donne des petits trucs qui vont vous permettre de faire vos propres poussettes, tout simplement. Tout à fait. Voilà. Alors que si vous voulez le plan, n'hésitez pas à lui envoyer un mail. Donc, lunaya, LUNAYA, @radioantasia.fr, les amis. Voilà. Et moi, je me fais un plaisir de vous envoyer ça.